j'ai vraiment touché le fond. Je vis chez ma mère, j'ai des addictions, je me fais vomir toute la journée. Mais pour moi, tous les symptômes que tu as sont des messages. Il y a un moment donné où si tu stagnes, c'est parce que tu crois que tu vas passer au palier d'après en faisant un peu mieux la même chose. Ce qui est rarement comme ça que ça se produit. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'en général, il y a un saut qui se fait quand la personne... Et tu dois prendre les décisions en accord avec la période dans laquelle tu es. Est-ce que tu es dans une période où tu veux du profit? Juste se focaliser sur uniquement les clients les plus profitables? Ou est-ce que je suis dans une période de croissance et à ce moment-là, ok, je vais recruter, je vais prendre des risques, je vais lancer des choses qui n'ont pas de sens sur le papier, mais j'ai besoin de faire du test? C'est juste où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu veux? Toi qui as accompagné beaucoup d'entrepreneurs, est-ce que tu vois un pattern pour ceux qui justement restent bloqués? Le pattern, il est très simple. C'est soit que tu n'aimes pas vraiment tes clients, et un deuxième blocage qui empêche d'aller plus haut, c'est... Julien Musy, faut-il encore le présenter? Un bâtisseur d'empire, un géant du coaching, plus de 10 millions de chiffres d'affaires, une entreprise qui a su encaisser jusqu'à 500 000 € mois après mois avec du coaching en ligne. Et pourtant, il revient de loin, très loin. Une enfance cabossée, isolée, en manque cruel de confiance. Des rêves de tennis brisés par une blessure alors qu'il n'était encore que lycéen. Il était loin d'imaginer son bilan quelques années plus tard. Multimillionnaire, des milliers de vies transformées, 50 millions générés par ses clients. Et surtout, un business florissant, tout en restant aligné. Julien Musy est l'invité du podcast Business et Dolce Vita. Cet épisode, c'est une masterclass sur l'art de bâtir un empire au service de votre vie. Julien, comment tu décrirais ce que tu fais, ta mission, ta vision? C'est toujours une question difficile pour moi. J'ai vu tes questions, c'est rare que je regarde les questions avant qu'on me les pose. Mais du coup, j'ai juste regardé les 3-4 premières, je crois. Je me suis dit, tiens, cette question, elle va encore me faire chier. Et c'est genre... Et en fait, ce que j'ai mis sur Instagram il y a quelques mois, je crois, c'est ce qui me correspond le plus. C'est je réfléchis, j'écris et je chemine autour de comment vivre une vie et un business aligné. Je crois que c'est ce qui me définit le mieux. Trop bien. Ouais. C'est quoi justement un business aligné pour toi? C'est une vaste question. Ouais, très vaste. Je pense déjà, c'est un business où tu te lèves le matin et t'aimes ta vie et tu vas te coucher le soir en ayant de la gratitude pour ce que ta vie te permet. Et je crois d'ailleurs que, tu vois, business aligné, ça me dérange presque un peu dans le sens où c'est indissociable du reste de ta vie. Et parfois, tu peux avoir un entrepreneur qui pense que son business est désaligné alors que c'est juste qu'il est en mauvaise santé. Et du coup, son corps est tellement intoxiqué de plein de choses qu'il ne peut pas aimer son business parce que juste, il est en survie. Parfois, c'est la relation à l'argent. Donc, je crois que j'arrive plus à dissocier le business de l'entrepreneur et de toute sa vie. Et pour moi, un business aligné, du coup, c'est plutôt un business au service d'une vie alignée. Et une vie alignée, c'est ce que j'ai défini, quoi. Une vie dans laquelle tu te lèves le matin et tu es heureux de vivre et tu vas te coucher le soir en ayant de la gratitude. Tu kiffes, quoi. Ouais. Trop bien. Et justement, ce parcours, donc cette recherche du business aligné, c'est parce qu'avant, tu avais un business désaligné, c'est ça? Ouais, même si je pense que j'ai toujours eu cette sensibilité plus que les autres, parce que j'ai vraiment touché le fond entre mes 17 et mes 23 ans. J'avais des addictions, je m'autodestruisais. Donc, dès cette période-là, j'ai eu un vide qui a commencé à être autour de tiens, c'est quoi le sens de la vie en fait? Pourquoi on est là? C'est quoi le but de tout ça? Et ce truc-là m'a jamais quitté. Donc, j'ai toujours eu cette sensibilité, je pense, à ça. Et après, effectivement, dans le business, j'ai reproduit certains patterns. J'avais sûrement pris du sport de haut niveau, de la culture dans laquelle on grandit, tout ça, qui font qu'à un moment donné, effectivement, je me suis levé. Enfin, c'est pas je me suis levé un matin, c'est progressivement. J'avais de plus en plus de signaux de putain, pourquoi j'ai pas le même élan qu'au début? Pourquoi j'ai pas la même énergie qu'au début? Pourquoi est-ce que ça devient lourd? Ouais. Et ça, ce sentiment justement de ça devient lourd, est-ce que c'est, on peut dire, un signal qu'on va pas dans la bonne direction ou est-ce que c'est juste parfois la vie, tu vois, la fatigue, un corps en mauvaise santé par exemple ou autre? Pour moi, c'est la même chose, dans le sens où, je pense qu'il y a aucun symptôme dans ta vie qui n'est pas un message. Ça veut pas dire que c'est forcément lié à ton business et qu'il faut que tu remettes tout en question. Mais pour moi, tous les symptômes que tu as sont des messages. Et je crois que fondamentalement, d'une manière naturelle, on est fait pour vivre en étant pleinement heureux, pleinement épanoui, mais que petit à petit, on a créé des choses qui viennent nous dissocier de ça. J'ai un mentor qui a cette équation qui dit performance égale potentiellement interférence. Et je pense qu'on peut le mettre à tous les niveaux. Ça peut être performance business, ça peut être la performance de ton corps, ça peut être la performance dans ta relation, bref. Tu vois, performance, c'est plutôt la notion de résultat, ce que tu obtiens, l'expérience de vie que tu fais, égale potentiel, ce qui est disponible, moins les interférences.
Et les interférences, c'est toutes les croyances que tu as mis, tous les enjeux que tu mets, toutes les résistances que tu mets. Et je sais plus quel était le début de la question, mais c'est pas très grave. Selon toi, c'est quoi la signification justement de ce moment où ça commence à devenir de plus en plus lourd? Pour moi, elle est différente pour chacun. Je réfléchis à des histoires de clients que je pourrais te raconter, mais je sais pas à quel point ils sont à l'aise, même si j'enlève Mmh. le nom et qu'on peut pas les reconnaître. Est-ce que Mais tu as vu peut-être un pattern dans ce message? le pattern, c'est une part de toi qui a besoin d'être réintégrée. Mmh. Maintenant, les parts de toi qui peuvent avoir besoin d'être réintégrées, pour certains, j'ai vu pour des entrepreneurs, pour certains, ça va être le fait d'être à l'aise avec la non-performance. Pour d'autres, ça va être le fait d'être à l'aise avec perdre de l'argent. Pour d'autres, c'est le fait d'être à l'aise avec une partie de leur vie qu'ils n'ont pas adressée jusqu'à maintenant. J'ai vu par exemple des entrepreneurs, c'est un pattern plutôt commun quand même que j'ai vu. Des entrepreneurs qui par exemple ont une vie de couple qui les épanouit pas. Le couple décède, c'est-à-dire, enfin, c'est un statu quo, quoi. Enfin, ça fonctionne, c'est pas la mort, mais ça fonctionne. Mais il n'y a plus de passion, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de vitalité, il y a plus de tout ça dans la relation. Et du coup, l'entrepreneur commence à plonger dans son business, rester dans son ordinateur 10 heures, 12 heures par jour, parce qu'il n'a rien d'autre qui l'enthousiasme Mmh. Ouais. dans sa vie. Donc voilà, juste pour moi, ça demande d'adresser quelque chose que tu sens mais que tu ne veux pas regarder. C'est-à-dire que tous les entrepreneurs, si tu les prends entre 4 yeux et que tu leur dis juste, c'est quoi que tu essaies d'éviter là maintenant avec tout ce stress, toute cette Ouais. anxiété, tu laisses en silence face à ça. Tous, ils savent. Ils savent, mais ils veulent pas, quoi. Tous, ils savent. Mais ils vont utiliser toute forme de craving, tu vois, pour pas regarder ça. Ouais, c'est pas facile Parce qu'ils à regarder. ils se sentent souvent plus compétents à autre chose qu'à regarder ça. Et tu vois, j'ai été le premier là-dedans. Je pense que pendant longtemps, je me suis senti plus compétent à faire plus d'argent, améliorer les KPI, Mmh. toutes ces choses-là, que d'aller adresser à quel point je pouvais pas savoir qui je suis, ou à quel point je pouvais être mal à l'aise dans adresser un feedback aux gens de mon équipe, à Mmh. prendre le risque d'être celui qui va pas être aimé. Du coup, tu restes dans ton ordinateur comme un débile, alors que c'est pas ce qui va faire avancer le business, mais ça te permet d'éviter de te confronter à ce qui te fait vraiment peur, là où tu te sens incompétent, et tu préfères rester dans la zone où tu te sens compétent. Complètement. Et en parlant justement de ton business, donc à un moment donné, tu as cartonné une hyper croissance, on s'en souvient tous. Vraiment, tu as fait des mois, comme tu le disais, hein, Ouais, presque le demi-million ouais. par mois. Et à un moment donné, donc grosse équipe, voilà, plein de clients, quelque chose qui tourne très très bien. Et à un moment donné, tu as dit stop. Ouais. Il s'est passé quoi? T'as combien de temps? Enfin, J'ai le temps, c'est bon. 3 minutes ou genre 30 secondes, 3 minutes ou 10 quoi. Enfin, tu veux quoi? La version Ok. la plus intéressante et vraie. Ok, je pense que la plus vraie, c'est il faut comprendre déjà le contexte. Le contexte, c'est que en 2015 ou 2016, je participe un jour à un séminaire avec David Laroche et il nous fait faire un exercice de visualisation, tout ça. À l'époque, juste le contexte, c'est que je vis chez ma mère, je suis dépendant financièrement d'elle, j'ai des addictions, je me fais vomir toute la journée, j'ai pas d'argent, j'ai jamais eu de copine, j'ai 22 ans et demi, tu vois, donc enfin, je suis en retard partout. Donc ça, c'est le contexte. Ma vie est chaotique. Ma vie est chaotique, je sais pas ce que je vais pouvoir faire, je déteste mes études, j'ai fait des études de finance, bref. Il y a rien qui va, rien. Et je participais à un séminaire avec David justement et à un moment donné, il nous fait faire une visualisation et là, je suis debout et je commence à avoir mes jambes qui se mettent à trembler. Je sais pas ce qui m'arrive au niveau du cœur, je sais pas si c'est cool ce qui m'arrive ou si c'est pas cool, mais ça m'arrache la poitrine. J'ai une chaleur, je transpire et tout. Et finalement, je tombe et je me vois en train de partager un message juste de présence, d'amour et de gratitude pour la vie auprès de milliers de personnes. Mais à cette époque-là, j'ai rien pour ça, tu vois. Et le lendemain, je m'inscris dans une école de coaching, je me forme au coaching, tout ça. Mais petit à petit, je réalise, en fait, si tu démarres par là, le problème, c'est que personne ne va t'écouter. Personne ne va t'écouter, il n'y a rien dans ta vie. Et je commence à me dire, OK, si tu veux partager ce message, il faut que tu coches des cases de cette société. Il faut que tu aies de l'argent, que tu sois attirant, bref, toutes les cases basiques, tu vois. Et je commence du coup dans cette journey, dans ce chemin de, OK,
je veux changer ma vie, je veux montrer le pouvoir du coaching et en être un exemple. Je me dis, OK, comment est-ce que je deviens plus séduisant? Comment est-ce que je deviens meilleur avec les filles? Comment est-ce que je gagne de l'argent? Comment est-ce que je réussis? Comment Beaucoup de est-ce que... domaines. Tout, La checklist, tout. là, elle est Il fallait que je pas ton change. travail. Il fallait que je change tout. Et je suis parti dans ce chemin-là entre 2015 et 2020. Mais dans ce chemin-là, je pense qu'à un moment donné, j'avais oublié le pourquoi je faisais tout ça. Et j'ai commencé à croire que l'argent, les KPI, le chiffre d'affaires, le profit était une fin en soi. Et donc, petit à petit, j'avais des signaux comme ça, en mode un peu moins envie, la flemme, une forme dépression un peu latente, tu vois, pas je suis sur mon canapé, tu vois, mais toute la journée, mais un truc de, tu vois, j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie de faire les choses aujourd'hui, cette semaine, je sais pas ce qui m'arrive. Plus lourd. Plus lourd, ouais, beaucoup plus lourd. Et petit à petit, j'ai eu cette remise en question et je pense que j'ai 2-3 moments forts où ça a été le chiffre de OK, j'arrête. Je pense qu'un premier moment, c'est on est en 2022, février 2022. Je m'occupais de plus grand chose et juste mon directeur marketing, qui était très compétent, me dit: «Julien, juste, je pense que si tu vas tourner des pubs, aujourd'hui, ça aurait vraiment un impact. Genre, tu fais plus grand-chose dans l'entreprise. Mais fais ça au moins, quoi. C'est Et juste va bosser. ouais, voilà, c'est juste tu peux aller tourner des pubs» et je le voyais se donner et tout et j'ai beaucoup d'amour pour cette personne, j'adore cette personne, donc j'avais pas envie de la décevoir. Du coup, j'ai été tourner les pubs, dans un studio, tout ça et en fait, à la fin de la journée, pendant tout le truc, je me sentais, mais j'ai l'impression de jouer un rôle, en fait. C'est horrible. Et à la fin, j'arrive, je suis vidé de cette journée. La première chose que je fais le lendemain matin, c'est écrire un post où, en fait, je défonce tout ce modèle du business en ligne. Et je me dis, quand toi, en tant que CEO, tu commences à être... Ton ennemi commun commence à être ton entreprise, tu vois, il y a un Tu problème. peux plus te le voir, en fait, c'est business. Je peux plus me le voir. Et je pense que ça a été un premier feedback. Un deuxième feedback, c'est 2 mois plus tard, j'ai un call avec la coach qui m'accompagnait à l'époque. Et je me souviens, c'est un jeudi, il est 8 h du matin. Je m'attends à ce que ça soit un call comme d'habitude, sur lequel elle va m'aider à manager les gens, bref, tout ça. Et là, elle me dit comment ça va et tout. Je fais, franchement, j'en ai ras le cul. Et elle me dit, bah, pourquoi tu continues? Je dis, c'est vrai ça. Tu vois. Pourquoi je continue? Et je me souviens que du coup, je finis cette conversation et je dis, ok, en fait c'est fini, j'arrête. Et cette journée même, j'envoie un message à mon directeur marketing, j'envoie un message à mon directeur des ventes, je les appelle tous les deux et je leur dis, en fait, il faut un autre CEO, je suis plus la bonne personne pour ça. Est-ce que tu veux prendre ce rôle? Et puis, j'ai lâché ce rôle-là. Je suis parti en Australie, je suis parti au Pérou, en Amazonie, dans la forêt, bref. J'ai été faire des trucs. Et puis, en rentrant, j'avais encore une petite addiction. Je pense à être important, à être utile, à être tout ça, à être performant. Et du coup, j'ai mon directeur marketing qui avait pris le rôle de CEO qui me dit, en fait, Julien, c'est pas pour moi ce rôle. Tu vois, je l'avais laissé 2-3 mois comme ça. Moi, j'avais rien entendu parler du business pendant 2-3 mois. Il a continué à tourner quand même, le business? Ouais, il a continué, ouais. Ok. Et il me dit, en fait, je crois que ce rôle, c'est pas pour moi, j'en ai pas envie et tout. Ouais, je comprends. Et là, tu sais, moi, je sortais de l'Amazonie, de machin et tout. Je me dis, ok, bah, je reprends ce rôle. Et du coup, j'ai repris ce rôle en espérant que ça fasse quelque chose. 6 mois plus tard, je savais que c'était terminé. C'était la fin. Et je l'appelle, je dis, tu sais quoi, on arrête. On arrête tout. Et je dis, on arrête tout. J'ai fait le calcul. Rembourser les clients, ça prend ça. Ah ouais, carrément, t'as remboursé Ouais. des trucs. Rembourser les clients, ça prend ça. Ces clients-là, il leur reste 2-3 mois. On va continuer à livrer 2-3 mois. Et puis on arrête. Puis voilà. Et est-ce que ce qui t'a fait continuer, c'était aussi peut-être la théorie de l'engagement? Le fait d'être allé aussi loin, d'être aussi successful, de devoir, tu sais, arrêter alors que t'as mis tellement d'efforts ou pas? Je pense pas. Je pense que c'était plus le statut que ça m'apportait et toutes les blessures, insécurité que tout ce rôle et ces masques qui allaient avec me permettaient de couvrir. Tu vois? C'est-à-dire qu'au fond, je sais pas à quel point j'avais appris à m'aimer. Je sais pas à quel point j'avais réellement guéri mes blessures. Enfin, si, je sais à quel point, à 20. Et donc j'avais besoin de tout ça au-dessus pour me sentir important, pour me sentir être quelqu'un. Et entre 2020 et aujourd'hui, j'ai fait un travail sur moi, genre Pas mal. pas mal, Ouais. pas mal. Par exemple, un truc que j'ai fait en 2021, c'est un jour je me suis posé et je me suis demandé, ok, c'est quoi
toutes les choses que j'ai fait dans ma vie, que j'ai fait ou pas fait dans ma vie, si on m'avait filmé 24 heures sur 24 depuis ma naissance, que je serais pas à l'aise à ce qu'on projette sur un écran et que les autres le voient. Tout ce qui va, hein, enfin, tous les domaines de vie inclus. Et je pensais qu'il y aurait peut-être une dizaine de moments. Mais en fait, en me posant vraiment cette question et en commençant à écrire, je me suis rendu compte, j'en avais à l'époque peut-être 150 ou 200. Je me suis dit, OK, j'ai les outils pour dissoudre la culpabilité et la honte, je sais comment on fait. Ça va me prendre 1 heure par jour, enfin ça va prendre 1 heure pour chaque moment, si je veux vraiment aller au bout. OK, je Faut y prends aller, quoi. 200 jours, Ouais. je passe 1 heure par jour là-dessus. Je serais curieux de voir comment j'expérimente la vie dans 200 jours. Et j'ai fait ça pendant 200 jours, jusqu'à ce que tous les moments soient clinés. Et ça, c'est juste un exemple, mais c'est juste pour dire que je pense que ce qui m'a fait arrêter, c'est à un moment donné, j'avais plus besoin, enfin, ce business, l'argent, le statut, tout ce De qui va prouver, avec. quoi. Ouais, voilà, j'avais plus besoin de prouver. C'est ça, Mmh. ouais. J'avais Et plus besoin de compenser. et c'est quoi justement ces outils pour dissoudre la honte, la culpabilité? Comment tu fais? C'est quoi ton framework ou? Il y en a plein, je pense que différentes modalités peuvent être utiles à plein de moments. Tu peux en avoir qui peuvent partir de l'intellect, d'autres qui peuvent partir par le corps, d'autres qui sont peut-être plus spirituels. Moi, j'ai beaucoup été influencé par John DeMartini, qui est, je sais pas comment on l'appelle, mais bref, les gens pourront trouver sur Internet. J'ai énormément été influencé par lui. J'ai passé plus de 70 ou 80 jours de formation en 2 ans, en 2 ou 3 ans avec lui. Et l'idée de John, c'est que toute charge émotionnelle vient d'une perception déséquilibrée. Donc, autrement dit, si tu as de la culpabilité pour quelque chose, c'est pas que tu as fait quelque chose de mal, c'est que tu vois pas en quoi est-ce que c'était un bénéfice pour l'autre. Et si tu reviens dans le moment, tu fermes les yeux, tu reviens dans le moment, tu te demandes, OK, quels ont été les bénéfices pour moi, par exemple, au moment où j'ai fait ça? Et tu vas au bout de l'exercice. Il y a un moment donné où les gens peuvent penser que c'est que mental. C'est mental si tu restes à un niveau mental, mais il y a un moment donné où juste ton cœur s'ouvre, tu as la gratitude, tu te mets à pleurer et tu sens que tu es libre de ça. Donc j'ai beaucoup utilisé ça. Après, j'ai utilisé aussi des modalités comme breathwork, j'ai fait beaucoup de méditation. Ouais, essentiellement ça. OK, donc en gros, si je récap, c'est en mode lister tous ces moments où tu as senti de la culpabilité, tout ça, on les liste. Ouais. On en prend un par jour. C'est important, pas Ouais. tout faire en même temps. Et ensuite, justement, on ferme les yeux, on revoit les bénéfices et on vit l'émotion, Ouais, surtout. tu peux faire ça. Tu Mmh. peux faire ça. Après, je sais pas si je le recommanderais à tout le monde. Mais... Ouais, toi, c'est ce que tu as fait Ouais, et ça a parce bien que marché. j'étais aussi à un endroit, je pense, dans ma vie où je pouvais me le permettre. Et elle ressemble à quoi, justement, ta vie après avoir passé ces 200 jours? Si je devais faire un pitch marketing, c'est sûr que je te dirais, avant, je me sentais comme ça. Puis au bout de 200 jours, je me sentais comme ça. Je dirais que c'est pas ça. Ouais. Je dirais que c'est plus quelque chose de progressif, tu vois, de progressif où tu te sens de plus en plus connecté à toi-même. C'est de plus en plus difficile d'ignorer les messages. C'est comme si tu augmentes le volume, tu sais, genre, si la plupart des gens, ils sont en silencieux sur les messages de leur corps, si on prend l'analogie avec le téléphone. Et puis au fur et à mesure, tu entends le volume à 1, puis le volume à 2, jusqu'à un moment donné où je pense que la voix de ton âme, et je dis pas que j'y suis encore, hein, je dis juste que c'est un ratio, tu vois, entre le murmure de ton âme et le bruit de l'ego, des peurs, de tout ça. Et je dirais que c'est petit à petit un Ouais, ça s'inverse, en ratio qui fait. s'inverse. Mmh. Ouais. Oui, donc il y a pas tout le monde déjà qui a envie d'entendre Non, clairement. d'entendre ça. Clairement. Mmh. Non, parce que je pense que c'est difficile de faire un travail aussi profond sans que ton business change. Ouais, bah oui. Sans remettre en question les Il y a choses. tout qui vole en éclats, ta relation, tout quoi. Ouais, carrément. Ouais, ouais, intéressant. Et en parlant justement de signaux, comment selon toi on peut savoir si est-ce que là par exemple je suis juste fatiguée Ouais. ou est-ce qu'en fait je suis en train de m'obstiner? Tu vois, c'est quand qu'il faut arrêter parce que l'obstination c'est là tu es en train de te foutre en l'air Ouais. ou je dois juste remettre un petit peu plus d'efforts parce qu'en fait tu vois, faut mettre plus d'efforts quand on veut atteindre des résultats. Bon, déjà, je sais pas à quel point je suis d'accord avec cette dernière phrase que tu sors comme, comme une vérité, tu vois, Ouais. mais il faut mettre plus d'efforts pour avoir plus de résultats. Ça dépend des gens. Mais Ça il y en dépend a, des gens, ouais. c'est peut-être vrai, c'est peut-être vrai à un moment de ta vie, je sais pas. Ouais, En tout cas, ouais. déjà, je pense qu'on peut questionner cette idée. Je dis pas qu'elle est fausse, mais Ouais. peut-être on peut la questionner. Et ensuite, je dirais, je pense que ça dépend. C'est juste une question d'être au clair sur tes priorités. Si ta priorité, c'est de faire x3 sur ton business chaque année, genre, m'écoute pas, désabonne-toi de tout ce que je fais, quoi. Genre, surtout, je te souhaite de ne jamais tomber sur ce que je fais. Voilà. Maintenant, si ton but, c'est juste d'être épanoui, de te sentir connecté à toi-même, de te sentir vrai avec toi-même, de te sentir en intégrité avec toi-même et de t'épanouir dans tous tes domaines de vie et vraiment d'avoir des moments de grâce dans la journée, bah, à ce moment-là, questionnons
plein de choses à propos des croyances que tu as, à propos de comment atteindre tes objectifs et de tout ça. Et de quels sont tes objectifs déjà. Et de pourquoi. Mm. Tu Ouais, vois, carrément. Donc, je dis pas que tu devrais pas avoir des symptômes. Je sais que les gens peuvent me challenger aussi sur l'idée de oui, mais c'est facile pour toi aujourd'hui, Julien, parce que tu as tout cet argent. Et oui, on va pas l'ignorer, tu vois. Je sais pas si je serais capable de faire ça et de vivre comme ça et de penser comme ça si dans 2 mois j'avais besoin d'argent, tu vois. Donc, je pense que c'est à chacun de rester curieux. Et je pense que le meilleur indicateur, c'est le moment où tu es plus curieux, où tu arrêtes d'être curieux à propos de tes propres réactions. C'est probablement le signe qu'il y a une part de toi qui veut absolument pas que les choses bougent. Et ce serait intéressant de voir pourquoi il y a tant de rigidité à cet endroit-là. Carrément. Et elle ressemble à quoi tes journées? Avec cette Ah, philosophie de vie, justement. ça dépend. Ça dépend. Je peux vraiment. Tu vois, quand je dis écouter mon cœur, ça veut pas dire méditer toute la journée. Ça peut vouloir dire ça certaines journées. Ouais. Mais ça peut vouloir aussi dire à certains moments, si je le sens, travailler 10 heures par jour pendant 4 jours, parce que j'ai une idée, j'ai envie de la mettre au monde et elle me fait kiffer à ce moment-là. Donc, elle ressemble à rien, dans le sens où je peux pas te donner un emploi du temps type. Et chaque jour, elles vont être différentes. Ouais, franchement, chaque jour, elles vont être Tu différentes. t'écoutes, en fait. J'écoute. Ouais. Ouais. Ok, donc tu te lèves le matin, t'as rien de planifié, on va dire, Si, quelques rendez-vous. Ouais. ouais, parce que j'ai quand même besoin de fonctionner. Non, j'ai des rendez-vous, tout ça. Par exemple, tu vois, là, on passe du temps. Tout à l'heure, j'avais un 4D challenge, là, donc plein de choses. Mais en tout cas, mes journées, elles vont être... Il y a toujours ces ingrédients-là. Toujours ces ingrédients-là. Après, la proportion de chacun de ces ingrédients change, mais il y a servir, faire une différence. C'est que j'ai pas envie de vivre une vie en haut de la montagne. Ça me plaît de pouvoir savoir que j'ai fait une différence aujourd'hui dans la vie de quelqu'un. Ça peut être sous plein de formats, contenu, coaching, ce que tu veux, bref, tu connais. Apprendre. Je sais qu'une journée où j'ai pas appris, c'est chiant. Il y a quelque chose qui me manque dans cette journée. Apprendre, nourrir mon esprit. C'est essentiellement les 2 ingrédients les plus importants. Et après, du mouvement. Une journée où je fais moins de 15 000 pas, en général, je le sens. En mode, tiens, j'ai pas assez bougé aujourd'hui. Ouais. Donc serve, growth et Ouais, bouger. ouais, ouais. Apprendre. Ouais, apprendre. Méditer. Si je médite pas, si j'ai pas tant de connexion à moi-même, ça peut être sous plein de formes. Ça peut être aller marcher avec mon chien dans la nature, tu vois, ça peut être plein de choses. Ça peut être méditer formellement, ça peut être faire un breathwork, ça peut être plein de choses, mais j'ai besoin de ça aussi. Ouais, t'as Ouais. trouvé son équilibre. Ouais. Trop bien. Ouais. Et à l'époque, tu as fait beaucoup de, on va dire, utiliser beaucoup de marketing, donc les funnels classiques, on va dire. Ouais. Comment est-ce que tu vends aujourd'hui? Bah, je vends pas. On te convertit plus ici, c'est fini. Non, si, tu vois, par exemple, là, on fait un 4D challenge cette semaine. Enfin, 4D qui est devenu un 3 days parce que finalement, j'avais un truc qui m'inspirait aux États-Unis, donc je pars jeudi au lieu de partir vendredi. Donc, j'ai annulé une journée du challenge. Ouais, on fait essentiellement ça. J'ai pas mal de bouche à oreille. Bouche à oreille, je pense. Je pense que quand les gens ont besoin d'un coach sur des problèmes mindset ou alignement, en général, mon nom circule. Moi, ce que je veux savoir, c'est vraiment la différence de vendre. Comment tu vendais, comment tu convertissais avant et maintenant? C'est quoi la différence? Bah, avant, j'avais des frameworks, Ouais. des étapes à suivre. Et puis aujourd'hui, j'ai une intention et puis on voit, quoi. Enfin, tu vois, par exemple, la semaine dernière, ils étaient surpris. J'ai pris des nouveaux clients. Ils venaient, ils croyaient que ça allait être un appel de vente et tout. Je leur ai dit, en fait, moi, j'ai juste envie de vous connaître, vous comprendre. Discutons. Et en fait, on a passé 40 minutes. Ils m'ont dit, jamais eu un appel de vente comme ça. Et puis, à la fin, ils lâchent 30 000 euros quand même. Tu vois. Donc, ouais, comme ça. Pareil en webinaire. En webinaire, c'est candidater si vous voulez. Voici ce que je peux vous proposer. Ouais, c'est aussi ma stratégie, ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. De toute façon, le marketing a tellement changé maintenant que, tu vois, les gens, ils en ont marre de c'est le stack, le machin. Je sais pas. l'offre. Enfin, quand je vois. Ouais. Bah, Le gros lourd, marketing vraiment lourd, tu vois. Moi, je trouve quand même que ça a changé. je me demande. Enfin, j'ai pas vu récemment les challenges des gros infopreneurs. Mm. Mais vu les chiffres qu'ils font, je me demande si ça a vraiment changé. Je pense qu'il y a juste différents niveaux de conscience dans un marché. Ouais. Pour les nouveaux entrants et les gens, j'aime pas cette idée, mais un peu désespérés, je pense que ça marche encore bien. Et au contraire, j'aime l'idée, tu vois, tu peux avoir 4 niveaux de conscience. J'aime pas trop parler de ça parce qu'en général, les gens vont tout de suite mettre une hiérarchie, ils vont penser que c'est bien ou mal, ou que c'est mieux ou moins bien, mais t'as des gens, ils sont réactifs. C'est-à-dire que juste, c'est l'extérieur qui dirige comment ils se sentent constamment. Ils savent pas trop ce qu'ils vont faire de leur vie, mais s'ils voient une pub passer, d'un coup, ça détermine, ah bah tiens, je vais faire ça de ma vie, tu vois. Toutes ces choses-là.
réactif. Ensuite, un autre niveau, c'est volonté. Je fais les choses avec ma volonté, avec ma force, avec tout ça. Un troisième niveau, c'est plus intelligent. Genre, je vais planifier les choses, je vais réfléchir, je vais avoir de la stratégie. Et un dernier niveau, ça peut être intuitif. Genre, je fais les choses comme elles me viennent et je sens les choses. Et je pense que ça marche encore pour les niveaux réactifs et les niveaux de volonté. Le stack et tout ce qui va avec marche encore pour ces gens-là. Et d'ailleurs, ces gens-là ne veulent que ça. Et que ces gens-là, si tu leur dises, bah les gars, on verra en fait. Ce que je sais, c'est que ça fera une différence dans votre vie. On va se voir de cette manière. Tout ça, ils vont te dire non, mais en fait, il est où le template? Elle est où la checklist? Mais du coup, est-ce que tu vas me dire comment on définit ça? Tu vois? Et donc, je pense que ça dépend juste où tu en es. Et à mon avis, c'est juste plus là où tu en es. Mais je crois que ça marche encore très bien. Ceux qui veulent être pris par la main. Ouais, exactement. Ouais. 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 Moi, je les appelle les ingénus un peu. C'est ceux qui arrivent, en fait, qui n'ont pas encore été trop marketés, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Carrément. Ouais, intéressant. Donc, vraiment, dans ta philosophie de vie, moi, ce que j'entends, c'est beaucoup de foi, beaucoup de go with the flow, où Ouais. tu vois, je vais vraiment en mode, ah bah, ça me dit d'aller là, donc je Ouais. vais là. Ouais, exactement. Il y a une phrase que j'ai entendue il y a 6 mois que je l'ai entendue, j'ai eu les larmes aux yeux. Je me suis dit, putain, mais en fait, c'est tellement ce que je ressens sur lequel j'arrivais pas à mettre des mots, c'est I don't chase goals, I answer callings. Et c'est vraiment ce que je ressens. Ouais. Je trouve ça beau. Ouais. C'est très rare dans le monde entrepreneurial quand même, cette façon de penser. Ouais. Ouais, en mode, bah, tu vois, est-ce qu'on pourrait l'appeler aussi opportunité? Ouais, si tu veux. Même si opportunité, il y a peut-être un truc de qu'est-ce que je vais gagner dedans. Dans calling, pour moi, il n'y a pas de notion de ce que je vais gagner. Et parfois, tes callings t'amènent dans la direction qui te demande de tout perdre. Donc, opportunité, il y a peut-être une... Ouais, c'est vrai. Voilà. Une notion un peu plus business, Ouais, quoi. c'est ça. Et une notion de je vais y gagner quelque chose. Les plus belles décisions de ma vie sont des décisions qui, sur le papier, faisaient aucun sens. Et qui, sur le papier, m'amenaient à me dire, OK, je vais tout perdre, en fait, avec ça. Et parfois, j'ai tout perdu. Les Mais j'ai décisions trouvé les autre plus chose. ballsy, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Ouais. Et toi qui as accompagné beaucoup d'entrepreneurs, est-ce que tu vois un pattern pour ceux qui justement restent bloqués à, qu'importe, 10 000, 20 000, 50 000 euros par mois? Je pense que ça dépend vraiment des business models. Coaching en ligne, par exemple? Ouais, mais tu sais, même coaching en ligne, je trouve que tu peux avoir plein de business models à l'intérieur. Tu vois, tu peux avoir coaching de groupe, tu peux avoir coaching one-on-one très étiquette, tu peux avoir formation en ligne avec 1000 euros, à 1000 euros ou 500 euros et les gens ont une grosse audience derrière. Je pense que ça dépend vraiment. Mais bon, je pense qu'en général, déjà, si tu n'arrives pas à dépasser 20, 30, enfin, faire naturellement 20 à 40 cas par mois, le pattern, il est très simple. C'est soit que tu n'aimes pas vraiment tes clients, tu vois, c'est un premier truc. Genre, plein de gens n'aiment pas leurs clients et quand tu n'aimes pas tes clients, tu es constamment obligé de réinventer les choses. Soit tu n'aimes pas tes clients, soit tu es mauvais en marketing et en vente. Mais quand je dis mauvais en marketing et en vente, il y a une notion de message, mais il y a aussi une notion de à quel point tu crois dans ton offre, à quel point tu crois dans ce que tu fais, à quel point tu crois en toi, à quel point tu crois dans tes clients. Il y a aussi cette notion-là. Marketing, vente, alignement, positionnement sont pour moi ce qui fait stagner les gens en dessous de 20 à 40K. Et après, je pense que c'est... Il y a deux chemins pour aller plus haut. Le premier chemin, c'est entoure-toi de mentors qui font plus. Et théoriquement, ils vont te challenger. Et un deuxième blocage qui empêche d'aller plus haut, c'est à quel point je suis à l'aise à prendre des risques. C'est un truc dont je ne vois pas beaucoup parler les gens, mais pour autant, j'ai l'impression que la croissance, tu vois, elle se fait pas de manière linéaire, elle se fait par paliers. Et ce que j'ai pu observer dans ma vie et dans la vie de mes clients, c'est que ces paliers, ils sont franchis quand la personne prend un risque. Ouais, à travers l'inconfort. Ouais, à travers l'inconfort, à travers plein de choses même. Ouais, plein de choses, mais en tout cas, tu as besoin de prendre un risque à un moment donné qui te sort du statu quo. Peu importe ton chiffre. Ça peut être 20K, 50K, 100K, 300K. Il y a un moment donné où si tu stagnes, c'est parce que tu crois que tu vas passer au palier d'après en faisant un peu mieux la même chose. Ce qui est rarement comme ça que ça se produit. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'en général, il y a un saut qui se fait quand la personne a pris un risque. Et tu vois, ce risque, il peut être, en général, au-delà de 100K par mois, le risque qu'il faut prendre, en tout cas qui permet d'aller, c'est est-ce que je m'autorise à faire un recrutement qui va me coûter cher, qui va me mettre vraiment inconfortable sur le niveau de charge fixe? Et est-ce que je suis capable même, pendant peut-être 1, 2, 3 mois, de faire moins d'argent pour reconstruire des fondations solides, tout ça? Ouais, en tout cas, c'est accepter le niveau de risque que j'acceptais pas de prendre jusqu'à maintenant. Et je pense que tous les gens ont la réponse sur, OK, qu'est-ce que tu sens au fond de toi que tu as besoin de lâcher et d'oser si tu veux te donner la chance d'aller au niveau d'après, qui te fait perdre la garantie de ton niveau. Parce que ce que je crois, c'est que
pour aller au niveau d'après, tu as besoin de perdre la garantie de ton niveau. Et c'est pour ça que les gens stagnent, parce qu'ils préfèrent la garantie de leur niveau plutôt que le risque d'aller au niveau d'après, qui peut te faire passer au niveau d'avant. Parce que, imaginons, tu recrutes quelqu'un, ça marche pas. Bon, bah, ça t'a coûté 150K. Si c'est vraiment. Enfin, si c'est un A-player, tu l'as pris 6 mois, ça t'a pris 150K, ça n'a pas marché. Est-ce que je suis à l'aise à perdre ces 150K? Si t'es pas à l'aise à perdre ces 150K, tu n'iras pas au niveau d'après. Ouais, je pense que les gens ont peur de faire des erreurs. Ont Ouais. peur de se dire, Ouais. parce que là, par exemple, recruter. Mais si on recrute des B-players, mais nous, on voulait des A-players, comment on fait? Déjà, je pense que en fait, beaucoup de gens veulent des A-players, mais ne sont pas prêts à payer le prix d'un A-player. Un A-player, ça coûte cher. Un A-player, ça te demande de l'equity, ça te demande du pourcentage, ça te demande toutes ces choses-là. Et les gens veulent des A-players en payant le prix d'un B-player parce qu'ils ne veulent pas le risque qui va avec le fait de prendre un A-player. Et le A-player, il te demande de faire les choses différemment, il va te challenger. Alors que le B-player, il est à ton service, enfin, tu vois, il est gentil avec toi. Le A-player, il va te confronter sur ce sur quoi tu ne veux pas être confronté. T'en as rencontré souvent des A-players? Ouais. Ouais. Enfin, souvent, j'en ai quelques-uns en tête avec qui j'ai eu la chance de travailler. Et c'est sûr que c'est les gens qui m'ont confronté le plus sur mon leadership, sur mon avarice, dans le sens où, tu vois, tu peux pas. Enfin, je crois que c'est dur de. J'ai toujours été profit first dans mon approche. Et tu peux pas avoir un A-player et toi prendre 1,5 million par an et lui qui prenne 70 000 € et négocier s'il te demande 10 000 € de plus, quoi. Enfin, tu vois, différentes choses comme ça où ils m'ont confronté et ils m'ont challengé. Ouais. Complètement. Ouais. Complètement. Sur ma direction, ils vont te demander plus de direction, ils vont te demander plein de choses. C'est comme ça qu'on les repère. Ouais, carrément. Mm. Je pense que si ça te fait pas peur de recruter cette personne, c'est que c'est pas un A-player. Si t'as pas une hésitation, si t'as pas si au fond de toi, tu sens pas que ça te demande de devenir une nouvelle personne, c'est que c'est pas un A-player. Intéressant. Ouais. Intéressant. Et j'ai vu une de tes dernières vidéos YouTube où tu parles de profit. Tu dis comme Ouais. quoi aujourd'hui c'est plus compliqué d'avoir du profit. Ouais. C'est quoi un peu ta vision pour la suite? Du marché du business en ligne? Ouais. Aucune idée. No idea. Enfin, aucune idée. Je m'en fous un peu en plus. Ouais. Qu'est-ce que tu dis dans cette vidéo un peu en conclusion? Non, ce que je crois effectivement, c'est que, enfin, je crois que c'est vrai dans tout marché, c'est que si tu veux rester profitable, au plus tu vas être profitable, au plus tu as besoin d'identifier où est-ce que tu es vraiment unique et qu'est-ce que tu as vraiment à apporter au monde. Tu vois, il y a une théorie en économie qui s'appelle la loi de Ricardo, qui dit que les pays vont prospérer le mieux si ils s'autorisent à baser leur économie sur leurs ressources uniques, les ressources que seuls ont, et s'autorisent à importer tout le reste. Et en fait, je crois que c'est exactement la même chose pour des individus et pour des petites entreprises. C'est qu'au plus est-ce qu'un marché devient concurrentiel, au moins est-ce qu'il y a de profit à faire, au plus ça demande à chacun d'aller vraiment se demander c'est quoi vraiment ce que j'apporte moi, c'est quoi vraiment ce sur quoi je suis unique. Ce qui est un peu antagoniste à un moment donné avec la croissance, dans le sens où en général dans la croissance, ce que les gens ont tendance à faire, c'est je commence très niché et petit à petit je me permets d'aller toucher des territoires plus grands. Je pense que c'est vrai si tu veux de la croissance, mais vouloir de la croissance et du profit sont deux choses complètement différentes. Ouais. Et je pense que les gens n'ont pas conscience de ça et la plupart des gens savent pas ce qu'ils veulent vraiment. Et du coup, ils font des choix un peu à moitié des deux côtés. Et ça marche pas en fait de faire des choix des deux côtés. Tu dois savoir dans quelle période tu es et tu dois prendre les décisions en accord avec la période dans laquelle tu es. Est-ce que tu es dans une période où tu veux du profit? Et donc, à ce moment-là, on va juste se focaliser sur uniquement les clients les plus profitables, les segments de clients les plus profitables, les offres les plus profitables. On va cutter tout le reste. On va prendre aucun risque. On va juste double down dans tout ça. Ou est-ce que je suis dans une période de croissance et à ce moment-là, ok, je vais recruter, je vais prendre des risques, je vais lancer des choses qui peut-être n'ont pas de sens sur le papier, mais j'ai besoin de faire du test. Mais si je suis pas clair dans quelle phase je suis, le problème c'est que je vais me retrouver en croissance et à me plaindre que je fais pas de profit, mais c'est normal, c'est le choix que j'ai fait. Et en profit, je vais me plaindre que putain, je fais pas assez de croissance. C'est juste où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi la phase de vie dans laquelle tu es. Et comment on fait pour trouver cette unicité justement? Parce que il y en a beaucoup qui galèrent à la trouver. Je pense que tes clients sont les meilleurs pour te le dire. Je pense que tu es la moins bien placée pour savoir. Un des trucs que j'adore faire, que je fais sûrement pas assez souvent, mais c'est prendre cette question et le demander à mes clients qui est pourquoi tu as acheté chez moi plutôt que chez les autres? Et si tu prends un segment, j'en sais rien, tu prends un même segment de clients, ils te diront tous la même chose. Par exemple, je sais que moi, tous les entrepreneurs que j'ai qui font 6, 7, 8 chiffres en coaching one-on-one, tous ces gens-là vont me dire la même chose qui est
en fait, je sais que tu es bon en psychologie, je sais que tu es bon en spiritualité. Je connais plein de gens qui peuvent m'aider sur ces problèmes d'alignement, mais je veux pas quelqu'un qui comprenne pas mes enjeux financiers. Et en fait, j'ai compris du coup, ah ok, en fait, sur le one-on-one, ma niche, elle est pour les gens qui ont cette envie d'alignement. Mais là où j'ai un unfair advantage, c'est que je comprends ce que c'est que d'avoir une boîte qui fait 25 personnes. Je comprends ce que c'est que d'avoir 200 000 € de charge. Je comprends ce que c'est, toutes ces choses-là. Et tu trouveras peu de gens qui ont... Enfin, tu trouveras personne qui a mon expertise sur la psychologie, sur le comportement humain, sur la spiritualité, qui a aussi ce côté, je sais entreprendre. Si un jour tu viens en coaching et que ce jour-là, tu as juste envie de parler marketing, je vais être capable de parler marketing avec toi. Et donc, ce truc-là, je l'ai identifié par exemple sur le coaching one-on-one en allant voir, ok, c'est qui les clients que j'aime le plus en one-on-one, qui en ont rien à foutre de mes prix, et eux, je vais leur demander, c'est quoi que tu trouves chez moi? T'aurais trouvé si tu l'avais pas dit? T'avais une idée ou pas? Probablement, mais beaucoup moins que si je leur demande. Je pense que c'est un truc tellement sous-estimé de demander à tes clients leur avis. Ouais. Je sais que, par exemple, en 2022, quand j'ai lancé l'école de coaching qu'on avait, j'avais lancé une première cohorte en bêta sur ma liste avec des gens qui m'aimaient, voilà, 12-15 personnes. Enfin, on avait peut-être eu 12 personnes. Non, c'est pas vrai. On avait fait on a fait 3 cohortes. 3 cohortes un peu sous la table, tu vois, genre on l'avait pas marketé. Donc on avait peut-être eu 50 personnes qui étaient passées par ce programme. Et je me disais, putain, en fait, je sais pas comment faire un webinaire avec du coaching pour vendre l'idée du coaching. J'étais dans une période où je voulais plus faire des webinaires, tout ça. Et j'en suis arrivé à un moment donné à me dire, ok, en fait, j'ai aucune idée de la stratégie marketing pour vendre ça. J'avais envie de le pousser, mais j'avais aucune idée de la stratégie marketing. Et c'est simple, j'ai été prendre les 50 clients que j'avais eu et je leur ai demandé, en fait, qu'est-ce qui t'a fait acheter? Pourquoi t'as acheté? Et sur les 50, genre 42, 43 m'ont répondu, en fait, un jour, je t'ai vu coacher. Je me suis dit, j'ai jamais vu coacher comme ça nulle part ailleurs. J'ai vu l'impact sur la personne en face. Je veux apprendre à faire ça. Et ça, c'est Matérialiser le coaching en fait. ouais, Montrer. montrer en fait. Et ça, c'était un insight, tu vois. Je me suis dit, ok, en fait, la stratégie marketing doit permettre de montrer ça. Et du coup, c'est là que j'ai créé les Coaching Week, qui nous ont permis de faire 2 ou 3, enfin, 2 millions, 2 millions et demi, quelque chose comme ça. Pas parce que et les Coaching Week, c'est pas un 5D challenge. C'est juste chaque jour, quelqu'un vient se faire coacher en direct devant 800, 1000, 1200 personnes. Et ça, je l'ai vu nulle part ailleurs. Mais c'est venu de cet insight, de qu'est-ce qui fait les gens acheter et comment est-ce que derrière, j'orchestre le fait de permettre aux gens d'acheter ce qui les fait acheter. Complètement. Et ça, c'est la période où vous avez cartonné le plus? Non. Faisais ça, non, Non, c'était après. ça, on a fait tranquille en 2023-2024. Ouais. C'est quoi qui t'a fait scale comme ça, tu penses? J'avais une belle opportunité de marché, j'étais positionné au bon moment, au bon endroit. J'étais très mathématique dans ma vision des choses, ce qui fait que je pilotais mon business avec des chiffres sur un bon marché au bon moment. Et plein de compétences. Et ouais, je pense qu'effectivement, j'ai acquis beaucoup de compétences marketing, vente, tout ça. Et surtout, le fait de piloter les choses de manière très mathématique faisait que je voyais vraiment Facebook comme une machine à sous, tu vois, et c'est juste une machine à sous sur laquelle j'ai du contrôle. Si je dépense 30 000 et qu'on fait 150 000, bon, bah, dépensons 70 000 le mois prochain. Et j'étais un des premiers, je pense, à dépenser autant. Je crois que fin 2018 ou début 2019, je ne sais plus exactement, mais on se met à dépenser 70 000, 80 000 par mois sur Facebook. Personne ne faisait ça à cette époque. Ouais. Carrément. Ouais. Tu as dû faire sauter plein de blocages à ce moment-là. Ça devait être hyper inconfortable. En fait, c'était inconfortable. Je voyais que j'avais un palier psychologique à 30 000. Tu vois, jusqu'à 30 000, c'était simple. Et je me souviens, un jour, j'arrive 2-3 mois où en fait, je mets 30 000. À l'époque, on faisait 180 ou 200 000 avec 30 000 de pubs. Je me dis, mais putain, fais 60 000, 70 000. Quoi. Et en fait, j'arrivais pas dans ma tête. Et un jour, et c'était moi qui gérais les pubs. Et un jour, j'ai pris un mec. Je pense que j'étais très bon en pub Facebook. Mais j'ai pris un mec. Il était sûrement moins bon que moi. Mais je lui ai dit. Vas-y, je ferme les yeux, vas-y. Exactement ça. Donc, on a commencé à dépenser 70 000 et le ROI était un peu moins bien. Mais j'ai eu la chance. À ce moment-là, je travaillais avec Sam Ovens et j'étais dans son mastermind. Et je me souviens qu'il avait cette idée de tu payes pas ta vie avec un ROI, tu payes ta vie avec un profit. Et il vaut mieux avoir un ROI de 1,5 et dépenser 10 millions par mois que avoir un ROI de 6, 7 et
dépenser 100 000 € par mois. Il te reste plus à la fin. Voilà. Ouais, complètement. Ouais. Les gens sont toujours focus sur le CA, mais en fait, il faut regarder ses bénéfices, quoi. Ouais, Profit, quoi. exactement. Ouais, ouais. Complètement. Merci pour tout, c'était trop cool. Plein de pépites. Yes, merci à toi.